Mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour et bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est l'épisode 25 et nous continuons notre périple, notre voyage extraordinaire autour des fromages belges qui nous est proposé par nos amis Marc et Guy de l'excellent podcast Parler Cuisine. La semaine dernière, Guy nous a fait un exposé autour du fromage bleu d'Achel ou d'Arel, fromage marbré qui est vraiment extraordinaire. Pour continuer, donc, Guy nous parle cette semaine des tartes au fromage belge qui sont une véritable institution en Belgique. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette dernière popote du confinement. C'est Marc du podcast Parler Cuisine. Et pendant toute cette période de confinement, nous avions organisé une diffusion en direct quotidienne avec Guy, notre hôte expert du podcast Parler Cuisine, et qui est là avec nous. Arrêtez. Bonjour Non, Guy. plus, la cour est pleine. Bonjour Voilà. à tout le monde. Yeah, tu sais, la crème, c'est mauvais dans ce qu'il n'y en a pas. Donc, à chaque fois, je lui mets une petite couche de crème. Il aime bien ça. Finalement, ça le rend meilleur. Et alors aujourd'hui, on se retrouve pour le énième dimanche d'affilée avec un invité de marque qu'on a toujours grand plaisir à recevoir avec nous. C'est Claude. Bonjour Claude. Bonjour à tous, bonjour Marc, bonjour Donc, Guy. Bonjour Claude. Mais ce n'est pas la dernière fois qu'on se retrouve, hein, parce que Non, certainement pas. le sujet sur lequel nous travaillons pour le moment, c'est-à-dire le fromage, et plus précisément le fromage en Belgique, réserve bien des surprises. Donc, on va encore faire certainement plusieurs semaines à notre aise. Et alors, si ce n'est pas en popote, mais ce sera en tant qu'épisode qui sera accessible comme d'habitude. En commun. Donc, en commun, mais sur le podcast, voilà. Pour les gens qui ne connaissent pas, Claude, c'est celui qui a écrit ce livre-là. Il a son nom là, hein, il me l'a dédicacé d'ailleurs. C'est un bon livre de cuisine. Je cuisine un jour bleu. Il a aussi été co-organisateur de la fête de la gastronomie en France, quand ça existe encore. Bon, cette année, ça va être un petit peu râpé. Oui. Et mais c'est un épicurien qui aime bien vivre des bonnes choses du terroir et qui aime bien découvrir de nouveaux produits. Et justement, sa culture sur le paysage fromager belge était relativement réduit. Donc, le dimanche dernier, Guy a défloré le sujet pour lui et a fait une brève introduction de quelques minutes, si je puis dire, et assez complète sur tout ce qu'il fallait savoir sur le fromage belge. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie parce qu'apparemment, Guy n'a pu avoir le temps, dans le peu de temps qui nous était imparti, que d'effleurer la surface. Et donc, oui, parce qu'il y a au moins à vue de nez, moi je dirais encore au moins après aujourd'hui, 2 ou 3 épisodes en plus, donc on a le temps. Hein. Tu es modeste, dis sans doute plus, parce que... Oui, donc tout ça dépend jusqu'à quelle profondeur on veut aller dans les explications des choses. Voilà. Disons que si Guy était français, il serait marseillais. Mais n'oubliez pas que c'est véridique. Il y a bien un jour la sardine qui a bloqué le port de Marseille. Hein. C'est pas des galéjades, c'est une vérité. Hein. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, donc cet épisode est enregistré. Ça fait partie d'un enregistrement qui fera partie d'un podcast diffusé sur le podcast à la fois des Amis de la Fête de la Gastronomie et de Parler Cuisine. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver pour cet épisode particulier où on enregistre pour les deux podcasts. Mais ça fait partie d'une diffusion en live. Donc, il y a des gens qui, sur notre page Facebook, vont pouvoir suivre cette conversation et poser des questions. Si ça vaut la peine et que j'arrive à l'attraper, j'irai glisser la question à nos deux interlocuteurs. Mais je vais plutôt laisser parler Guy et Claude qui posent toujours des questions tellement pertinentes et plus intelligentes que moi. Donc, non, c'est vrai. Je me sens un petit peu petit. Donc voilà, j'ai introduit le sujet. Je vous jette la balle. La boule de fromage, voilà. Et en fait, on va peut-être reprendre là où on était resté la semaine passée, tout simplement parce qu'on avait peu de temps pour parler d'un fromage spécifique. Et j'avais parlé d'un fromage assez majestueux, qui est le fameux bleu d'Achel, ou d'Achel, ça dépend comment on prononce le CH, qui se trouve vraiment à l'extrémité nord du pays, pas loin d'une abbaye de Père Trappiste. Et je dirais c'est en Flandre. Ils sont en Flandre, ils sont vraiment. Donc c'est bleu d'Achel. Oui, d'Achel, moi je dirais d'Achel.
Mais il porte un autre nom en flamand, hein, le fromage. Argelsblauwe. Oui, ça c'est un de ses noms. Mais enfin, bon, peu importe, on sait de quoi on parle. Alors j'espère que nos auditeurs et nos auditrices sont peut-être allés voir sur Internet ce qu'on disait de ce fromage-là, qui était un fromage un peu confidentiel dans la mesure où il est très peu produit. Hein, aux dernières nouvelles, mais bon, ça a peut-être changé depuis. On produirait jusqu'à 13 fromages par semaine, ce qui est évidemment, je dirais, relativement confidentiel. Maintenant, les grands fromagers ont toujours eu à cœur de se procurer ce fromage-là, que ce soit en Belgique ou que ce soit en France. Et puis, on peut le goûter, on peut le déguster, voilà. Alors, j'avais souvenir qu'une de nos auditrices nous avait demandé ce qu'il en était des tartes au fromage belges. Ah oui, elle a demandé de parler de ça, oui. Bon, voilà, donc je vais en parler et ça tombe bien. Pourquoi? Parce que les tartes au fromage belge se réalisent avec du fromage frais, légèrement égoutté. Alors chez nous, ce fromage-là, il porte plusieurs noms. Généralement, on l'appelle maquet, hein, M-A-Q-U-E, accent et puis E. Alors ça n'a rien à voir avec une quelconque manière dont les femmes qui vendent leur charme travaillent. Ça veut dire que c'est tout simplement du fromage blanc. Alors ça porte aussi un autre nom. Plutôt dans la région du Brabant wallon, on appelle ça du stoffé. Hein, ce sont des mots wallons et ça s'écrit S-T-O-2-F-E accent. Et on réalise avec ce fromage-là des tartes de plusieurs sortes. Le stoffé veut également dire de manière générique ou plus générique du fromage. Dans cette région-là, on ne produit pas de fromage de type, je dirais, fromage à pâte molle, croûte fleurie ou croûte fermentée ou croûte lavée, ni de fromage, je vais dire, plus élaboré. C'est vraiment le fromage frais qui va être utilisé. Alors en France, on dirait plutôt, si je peux essayer de me rapprocher de quelque chose, de la faisselle. Hein, Oui. un fromage qui est légèrement égoutté. Alors on produit également dans plusieurs régions, disons, herbagères de la Belgique, ce qu'on appelle des cassettes ou des boulettes. Et là, j'en reparlerai parce que c'est également à la base de certains plats salés qui sont, je dirais, il y en a deux en tout cas auxquels je pense. Il y a d'une part la flamiche dinantaise qui est réalisée avec de la cassette de Beaumont ou de la boulette de Beaumont. Et il y a également la tarte à l'jotte de Nivelles qui est également réalisée à partir de la boulette de Nivelles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui différencie la boulette de la cassette? Eh bien, c'est tout simplement la forme qu'on va donner manuellement. Si le fromage reste en apparence, je dirais grossièrement d'une boule, forcément c'est la boulette. Si on l'ovalise légèrement et qu'on l'aplatit un petit peu, ça devient la cassette. Mais le processus est sensiblement le même, quoique d'après mes sources, on ne produit pas exactement de la même manière la cassette de Beaumont que la boulette de Oui, par exemple. Il y a des petites spécificités, mais en gros c'est la même chose. Alors, pour que vous compreniez un petit peu où géographiquement on produit ce genre de fromage et où on produit du fromage en Belgique, je dois faire peut-être pour nos auditeurs qui sont français, qui sont suisses, qui habitent aux États-Unis ou ailleurs, un petit peu un cours de géographie et vous expliquer un petit peu quelle est la structure géographique de la Belgique. Alors, si vous voulez avoir une comparaison très simple, vous devez avoir, je dirais, en tête un toit à deux pentes. Alors, vous auriez un toit dont la plus grande pente est 5 fois plus longue que la courte, et vous auriez un toit qui est en pente légère d'un côté et en pente un peu plus abrupte de l'autre, le plus petit côté étant une pente un peu plus abrupte. Et alors, le fait du toit, eh bien, ce serait le haut plateau ardennais et les Hautes-Fagnes, donc les parties les plus élevées du pays. Alors, quand on regarde un toit et qu'on le voit de profil, si on regarde d'abord du côté gauche, imaginons la pente du côté gauche, vous avez d'abord la gouttière. Et quand il y a une gouttière, il y a un rebord de gouttière. Alors, le rebord de gouttière, on pourrait dire que c'est le cordon littoral, le cordon dunaire qui se trouve sur le littoral. En Belgique, il n'y a pas de falaise, il n'y a pas de cap, il n'y a pas tout ça. C'est un cordon de dunes et du sable, avec généralement de très belles et très grandes plages. Et alors, il y a donc des dunes de sable, et la plus haute fait 33 mètres de hauteur, et elle se trouve à Coxide. Et puis après, vous avez le creux de la gouttière, dans lequel il y a généralement de l'eau. Alors, traditionnellement, ou plutôt anciennement, je vais plutôt parler comme ça, vous aviez comme ça des dépressions dans les dunes. Et ces dépressions dans les dunes, elles étaient généralement humides ou inondées à marée haute. C'est ce qu'on appelait des pannes. C'est un mot qui vient du flamand. Et alors, on retrouve ce mot panne dans une localité qui s'appelle La Panne, justement, en Belgique. Ah oui. Et maintenant, c'est une station balnéaire. Et puis, jusqu'au Moyen-Âge, bon, pas au Moyen-Âge 1400, hein, je parle du Moyen-Âge 600, 700, 800, par là, vous aviez, après le cordon littoral, comme ça, vous aviez une partie qui était encore gagnée par la mer.
un petit peu comme la mer des Wadden au nord des Pays-Bas. Alors, à marée basse, bien souvent, c'était à sec, mais à marée haute, la mer commençait encore à envahir ces zones-là. Alors, bien sûr, ça a été asséché, ça a été drainé, et c'est ce qu'on appelle les polders. C'est également un nom, je dirais, un nom qui vient du néerlandais. Et les polders, ce sont actuellement encore des zones qui sont en dépression par rapport au niveau de la mer. Alors, en Belgique, elles En ne sont en dessous du niveau de la mer. dépression, oui, en dépression, donc plus bas. En Belgique, elles ne sont en dessous du niveau de la mer qu'à marée haute. Mais à marée basse, elles sont plus élevées que le niveau de la mer. Par contre, aux Pays-Bas, les polders sont quelquefois toujours en dessous du niveau de la mer, y compris quand c'est marée haute et y compris quand c'est marée basse. Voilà, ça c'est ce qui distingue. Alors, ces régions-là, elles sont généralement riches, je dirais, en fromage. Pourquoi? Parce que ce sont des régions qui sont herbagères. Alors, c'est ce qui explique, par exemple, il y a une ville qui s'appelle Furnes, qui est bien connue, et qui est plutôt du côté de la frontière française. C'est ce qui explique qu'on a fait des bablutes à Furnes et non pas des bablutes, je dirais, dans les Hauts-de-Fagne. Alors, qu'est-ce que c'est des bablutes? Eh bien, c'est un caramel allongé, un caramel qui est réalisé avec du beurre et de la crème. Pourquoi? Parce que traditionnellement, on trouvait, je dirais, des vaches à cet endroit-là, variété épi rouge de Flandre à l'origine, et qu'on a créé des bonbons au caramel et à la crème à cet endroit-là. Et ça fait un peu penser, pour vous donner un exemple, aux bonbons, je dirais, à la crème et au beurre qu'on retrouve en Normandie, du côté du Mont-Saint-Michel, par exemple. C'est un peu ce genre de confiserie. Alors, une fois que... Oui, pardon? Non, c'est très bon. La crème Oui. et le sucre, c'est extraordinaire. Oui, mais tu sais ce que ça veut dire une babelute en flamand? Ah oui, ça il faut expliquer. Babylone, ça veut dire parler, hein. Ça veut dire papoter en fait. Hein, Papoter, plutôt, oui. papoter. Donc en fait, on pense que le nom à l'origine, les bablutes, c'est quelque chose qu'on consomme tout en papotant comme ça. Hein. Et puis alors il y a le fait aussi Une babelute, c'est quelqu'un qui est très bavard. Oui, mais la bablute, elle colle un peu en bouche. Hein. Voilà. C'est un caramel qui colle. Donc, on est obligé de faire des mouvements de la mâchoire comme ça qui font un peu penser à quelqu'un qui papote. Non, je pensais qu'on buvait en même temps pour enlever justement le fait que ça colle un peu. Non, ce n'est pas le cas. C'est plutôt le fait qu'il faut un petit peu mâchouiller pour, je dirais, pour décoller ses dents du caramel et du sucre. Voilà. Donc, alors, ça existe sous forme de caramel individuel qui sont dans des petites papillotes en papier, mais ça existe aussi sous forme de bâtons, allez, d'une quinzaine de centimètres, comme ça, avec les gosses, quand on est à la mer et qu'on achète des bablutes pour les enfants. Ça fait partie du folklore, quand on va à la côte. Parce qu'il faut savoir que la côte belge est en territoire flamand, mais en période de vacances, c'est tous les francophones de Belgique qui vont passer leurs vacances là-bas. Oui. Et alors, il y a un papier qui entoure la bablute, et puis on tient le bout de la bablute toujours dans le papier, et on défait le papier progressivement en fonction qu'on est en train de manger. Voilà. C'est très bon pour le diabète. C'est très bon pour le diabète, pour le cholestérol, tout ce qu'on veut. Donc, nous avons comme ça les polders. Et puis après, nous avons la plaine flamande. Alors, la plaine flamande, elle s'étend donc depuis les polders jusque vers l'intérieur du pays. Le plat pays. Oui, bien sûr, le plat pays. Et son altitude n'excède pas une vingtaine de mètres d'altitude. C'est de la plaine maritime en réalité, qui se trouve juste à côté des polders. Pardon, Guy, c'est le plat pays que chantait Brel? Exactement, tout à fait. Parce que quand il parle du canal, c'est le canal qui va de Bruges à Damme, quand un canal s'est pendu, etc. Donc, à côté des polders, il y a une plaine maritime, qui va jusqu'à une vingtaine de mètres d'altitude. Et puis, on a la plaine flamande qui, elle, monte jusqu'à une cinquantaine de mètres. Alors, je dirais, il y a de l'herbage, mais il y a également des cultures. Alors, anciennement, le terrain de la plaine flamande était plutôt inculte. C'est ce qui explique aussi la pauvreté de la région, je dirais, au XIXe siècle et plus encore quand on retournait. Et alors, comment dirais-je moi, cette plaine qui était très sablonneuse, en fait, c'était ça le problème, a été amendée, a été enrichie, et maintenant, évidemment, c'est une région de culture et aussi une région de maraîchage qui est quand même très, très connue. Et puis aussi beaucoup d'élevage là-bas. Et ils font de l'élevage, mais c'est surtout de l'élevage de porc, par exemple, voilà, qu'on trouve dans cette région-là. Alors maintenant, quand on passe encore sur l'autoroute qui va de Bruxelles à la mer, ça va, on n'est plus trop dérangé. Mais dans les années 60, en fonction des élevages qu'on rencontrait et qu'on voyait, à gauche ou à droite, on avait, je dirais, une pestilence. On avait l'odorama. On avait l'odorama. Moi, je me souviens encore de voyages à la mer où il y avait des passages comme ça où il fallait fermer les fenêtres parce que ça sentait très fort. Ça sentait très fort. C'était pas seulement l'odeur de la mer. Non. Non. Voilà. Oui, la mer 2.
La- Et alors, il se fait que maintenant, ça n'existe plus parce que les lois sont passées, et alors il y a Voilà. des filtres, etc. Donc, ce Bon. désagrément-là n'existe plus. Alors, ce qu'on trouve également, mais ce n'est pas tellement gastronomique, ce sont je dirais des pépiniéristes, mais spécialisés dans la culture des fleurs. Et alors, Horticulteur, oui. l'emblème national de la fleur belge, c'est le bégonia. Ah, Alors, il y c'est a pas des... là, ah mais non, la tulipe, c'est Non, la là-bas. tulipe, ce sont les Pays-Bas. Ce Ouais. sont les bégonias. Et alors, tous les 5 ans, on organise une grande exposition florale qu'on appelle les Floralies gantoises. Bon, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est mondial. Et alors là, vous avez, je dirais, les cultivateurs, je dirais, qui ont parfois des plantes bien spécifiques, hein. Vous avez des azalées, vous avez des bégonias, bien entendu, et puis quasiment toutes les plantes du monde qu'on peut trouver, toutes les plantes qui viennent des pays Mais, exotiques et qui ont été cultivées, on les retrouve à Gand comme ça, mais tous le les 5 bégonia, ans. c'est ce qu'on utilise aussi pour le tapis de fleurs à Bruxelles, une fois Et c'est ce qu'on utilise pour le tapis tous de les fleurs tous deux les ans, oui. 2 ans, voilà. Il y a des bégonias quasiment toutes les couleurs, hein. Il y en a des blancs, il y en a des jaunes, il y en a des rouges, il y en a des bruns. Et on fait comme ça des tapis de fleurs à la Grand Place qui attirent aussi énormément de monde, mais ce n'est que tous les D'accord. 2 Alors, ans. où est le fromage là-dedans? Alors, je continue, D'accord, j'y d'accord, arrive. ok. C'est-à-dire que dans toutes ces régions-là, en fait, vous aviez beaucoup d'abbayes anciennement, hein, Ouais. parce que les moines s'étaient installés. Et c'est une région où vous retrouvez tous les fromages d'abbaye, je dirais, principaux. Je dirais énormément de fromages d'abbaye, vous en retrouvez là-bas, dans toute cette plaine flamande qui va de la côte à Gand et vers Alost. Alors, après ça, vous avez le pays des collines. Vous avez une chaîne de collines comme ça qui prend naissance dans le nord de la France et qui s'en va mourir dans le nord-est de la Belgique. Mm. Ce sont des buts de témoins. Ce sont les buts de témoins de l'ancien plateau qui va arriver. Alors, après Mm. ça, vous avez des plateaux. Et c'est là que ça va devenir intéressant et qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez 3 bas plateaux qui s'alignent depuis, je dirais, l'ouest vers l'est. Mm. Le premier, c'est le plateau Ennuyé. Ils sont tous recouverts de limon, hein. Mais le premier, c'est le plateau Ennuyé qui va donc reposer sur un socle de pierre bleue et quelquefois de craie. Alors, comme on est en train de parler, on parle fromage, mais on parle aussi gastronomie, bien Oui, entendu, hein. bien sûr. Il y a des vignobles qui commencent à s'installer. Mm. Parce qu'on a retrouvé en fait un terrain crayeux dans la région de Mons qui ressemble à s'y méprendre à la Champagne et en plus avec une orientation plutôt vers le sud. Mhm. Donc, on commence là-bas à produire certains vins, certains mousseux, avec la méthode traditionnelle, c'est-à-dire la même façon qu'en Champagne, Mm. mais à partir de raisins qui maintenant poussent Mais chez nous. moi, je trouve qu'il goûte meilleur. Et c'est-à-dire que on en reparlera, on en Oui, reparlera, nous en reparlerons, hein. Oui, oui. nous en reparlerons, mais il faut quand Bon, même signaler qu'il y a un de ces vignobles-là qui, à l'aveugle, a été le premier d'un concours et qui a battu tous les champagnes français. Ah oui. bref, Eh ben oui, donc voilà. voilà. Ouais. Maintenant, on en parle. Alors, l'autre plateau, celui qui est au centre, c'est le plateau Brabançon. Et le plateau Brabançon, lui, il n'a pas un socle de pierre, il a un socle de sable, toujours avec du Mm. limon au-dessus. Et c'est là Mhm. c'est là que vous allez comprendre d'où vient le fromage de cette région-là. Mhm. Comme c'est un socle de sable, les rivières qui parcourent le plateau en question ont creusé profondément une vallée. Oui. Alors, quand on a, je dirais, les cultures riches, betteraves, froment, maïs qui sont sur le dessus du plateau, vous avez les versants des vallées qui sont occupés par des bois, et puis vous avez le fond des vallées qui, lui, est alluvial. Et là, la terre est beaucoup plus lourde et elle retient l'eau. Et comme on ne sait pas y cultiver, je dirais, beaucoup plus facilement, je dirais, des céréales, on a des prairies, on a du bocage, on a des vergers. Et quand on a des prairies, qu'est-ce qu'on a? Des vaches. On a des vaches, voilà. Alors, le Brabant, donc le Brabant wallon, eh bien, il y a des fromages, et ce fameux fromage, le fameux stoffé, je vais vous dire un petit peu comment on peut le réaliser, comment on peut le préparer. Alors, il peut être réalisé soit avec du lait entier, soit avec du lait demi-écrémé, soit avec du lait écrémé, soit encore avec du bas-beurre, hein, puisque bien sûr, quand on a des vaches, on a du lait, on a de la crème, on fait du beurre, et un Guy, des j'ai une sous-produits, question. oui. Dans ce que tu viens de décrire, cette plaine où maintenant il y a les vaches, est-ce que c'est donc proche de la mer? Et la mer était là avant, j'imagine. Ben, c'est-à-dire que dans les polders, la mer était là avant. Maintenant, Voilà. si on Et remonte suffisamment longtemps dans la plaine flamande actuelle, un jour la mer y était. Mais il y a de cela évidemment très, très, bien sûr, mais très est-ce que ça longtemps. veut dire que l'herbe est un petit peu salée comme au Mont-Saint-Michel, Non, bon, il y a des endroits où il y a ce qu'on appellerait, disons, des scores ou bien des présalés, mais pas au niveau des polders parce que la mer n'y entre Ah, plus.
Il n'y a que Donc dans ça une... n'influe pas sur les fromages. On n'a Non, pas. non. D'accord. Euh, Ok. c'est qu'il y a encore une zone qu'on appelle le Zwin, qui est l'ancien bras de mer qui reliait la mer du Nord à Bruges et qui a permis la richesse de Bruges à une époque. Mais c'est une réserve naturelle et en principe, les vaches n'y sont pas maintenant. J'ai vu d'anciens films qui datent du 19e siècle, mais vraiment au début du cinéma, et on voyait que les vaches se baladaient sur les plages. Mhm. Ce qui est assez étonnant, hein, il faut le reconnaître, des vaches qui se baladent le long de la mer, c'est assez étonnant. Mais enfin voilà. Bon, En elles le effet, font en toujours, effet. mais c'est plus le même genre de Ce vache. n'est plus le même genre de vache, là vous êtes assez délicat comme d'habitude. Alors donc, dans ce territoire qu'on appelle également le lotier, alors le lotier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'ancien mot qui désignait la Lotharingie. Je ne sais pas, et la Lotharingie, c'est la version francisée de Lothringen, ça veut dire la Lorraine. Ah, Donc, ah oui, oui, oui. Donc au d'accord. départ, quand Charlemagne avait constitué l'Empire romain d'Occident, hein, qui deviendra plus tard le Saint-Empire germanique, ses trois petits-fils se sont partagés son empire. Alors il y a eu la Francie occidentale qui est devenue la France, la Francie orientale qui est devenue l'Allemagne, et puis au milieu, vous aviez comme ça une zone tampon qui allait finalement de l'Italie à la mer du Nord, et qui était la Lotharingie. Et c'est Mhm. donc dans ce mot Lotharingie qu'on retrouve le mot Lorraine en français et le mot lotier je dirais, en français de Belgique. Voilà, tout simplement. Alors, Mhm. je vais donc maintenant Intéressant. expliquer un petit peu comment, parce que mon leitmotiv a toujours été de dire que lorsqu'on veut parler d'un plat, lorsqu'on veut parler d'une recette, il y a plusieurs éléments qu'on retrouve toujours. Il y a d'abord la géographie qui explique les choses. Pourquoi est-ce que c'est à tel endroit qu'on élève des moutons plutôt que des vaches ou l'inverse? Si on prend le cas de la France, c'est clair que les vaches, on les trouvera plutôt en Normandie et que dans le sud-est de la France, du côté de la Provence ou de la Garrigue, on va trouver des moutons et on va trouver des chèvres. On ne Oui, trouve pas des moutons et des chèvres en Normandie en principe, c'est de la oui, vache. oui. Pourquoi? Parce que la vache, elle a besoin d'une herbe grasse. La chèvre, elle se contente de ce qu'elle trouve dans les Alpilles, hein, au Beau-de-Provence, dans la Garrigue, etc. Bon. Ça explique également, je dirais, l'économie. Oui, Les fermes ne sont pas les mêmes, l'endroit est riche ou l'endroit est pauvre. oui. Ça explique également l'histoire. Et plutôt, l'histoire va expliquer, je dirais, quels sont les produits qu'on trouve sur place et quelles sont les recettes. Si on a affaire à une population qui historiquement était riche, elle va par exemple moins manger d'abats. Elle va manger Oui. davantage de morceaux nobles. Ah Et oui, les oui. abats étaient davantage réservés à la Oui, population, je dirais, miséreuse ou travaillante. oui, oui. Hein, donc tout ça, ça s'explique évidemment. Et alors, bien sûr, ici, je viens de parler de notion d'économie. De nouveau, les plats qui sont préparés à un endroit dépendent de l'économie. Est-ce que les plats coûtent cher ou est-ce que les plats ne coûtent pas cher? Généralement, les recettes les plus variées, je dirais presque les plus originales, se retrouvent là où les gens avaient le moins d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils étaient obligés, à partir de produits de base identiques, de mettre des variantes. Hein. Et ce n'est pas pour rien que la pomme de terre, par exemple, qui est à la base un produit de pauvres, hein, puisqu'on réservait les pommes de terre, je dirais, avant Louis XV en France, aux miséreux, aux prisonniers, Et nourrir le bétail Au aussi. à nourrir cochon. le bétail, aux cochons. Mm. Ce n'est pas pour rien que la pomme de terre, elle a jusqu'à plus de 300 recettes différentes. Hein. Ouais. Parce que, bon, ben, on n'avait que de la pomme de terre, comment on peut la traiter? Ben, on peut la traiter bouillie, on peut la traiter à la vapeur, on peut en faire des frites, on peut en faire des gratins, on peut en faire, je dirais, des écailles en garniture, etc. Donc la pomme de terre, elle a vraiment été exploitée sous toutes les formes, de la duchesse, de la pomme dauphine, enfin tout ce qu'on veut. Donc je reviens au fromage, évidemment. Comment peut-on réaliser ce fromage blanc? Alors je rappelle les grandes lignes. Le lait, je dirais, le lait a été soit stérilisé, soit non stérilisé. J'ai toujours vu maman qui préparait ce genre de fromage utiliser du lait qui était encore tiède. On met un peu de présure qu'on achète chez le pharmacien. Mm. On laisse agir la présure pendant quelques heures. Le caillé se forme spontanément grâce à la présure, bien entendu. J'en ai parlé la semaine passée, hein, Absolument. d'où provenait la présure, etc. Mm. Et puis après, bon, le fromage en tant que tel n'est pas utilisable. Il contient encore énormément de sérum. Donc, on est obligé de la sécher. Alors, soit qu'on le met dans des faisselles naturelles, et c'est comme ça, par exemple, qu'on va réaliser ultérieurement des fromages comme le camembert. Hein. On a Mm. des faisselles dans lesquelles on met le fromage, généralement à la louche, et puis progressivement, le niveau du caillé va baisser parce que le fromage va s'égoutter, et puis on recomplète progressivement, je dirais, les moules, de manière à avoir un produit qui aura telle contenance ou tel grammage une fois qu'il sera terminé. Alors, Mhm. dans le cas du fameux stoffé, ce n'est pas comme ça qu'on va agir. On n'utilise pas des moules.
On va tout simplement mettre des étamines dans des passoires. Et puis, on va prélever le cahier sans l'avoir découpé, parce qu'évidemment, le but ici, ce n'est pas de le découper, c'est d'avoir quelque chose qui soit très facile à prendre. Donc, on va le prendre soit à la louche, soit à l'écumoire. On va le déposer dans l'étamine. Alors, on va le laisser un tout petit peu s'égoutter. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Mais très rapidement, on noue les 4 coins de l'étamine et on suspend l'étamine. On suspend l'étamine à un crochet. On serre un peu ou si on laisse faire? Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit quelquefois on serre en ajoutant des pois, je pourrais en parler. On ajoutait traditionnellement des pois pour faire les cassettes, des pois de marbre, parce que la Belgique est également une région marbrière. On ajoutait des pois de marbre, donc ce qui allait, disons, provoquer, je dirais, un égouttage plus rapide. Mais j'ai toujours vu techniquement chez moi, on laissait tout simplement, je dirais, l'étamine s'égoutter, je dirais spontanément, et le lendemain, le fromage était suffisamment égoutté. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le stoffé. Mais je rappelle qu'on peut le faire aussi bien avec du lait qu'avec du bas-beurre. Hein. Oui. Là, par contre, dans le cas du bas-beurre, on ne met pas de présure. On récupère le lait battu qui s'appelle donc du bas-beurre, et lui, on va pardon, le faire chauffer doucement, sans remuer, de manière à ce que les protéines flocculent, hein, mais sans qu'elles ne soient dispersées dans le, je dirais, dans le liquide, de manière à pouvoir les reprendre assez facilement. Donc, elle récupère à ce moment-là, je dirais, le fromage et on lui fait suivre le même traitement, c'est-à-dire un égouttage à l'étamine, je dirais naturel, spontané. Et puis, c'est aussi toute une question, je dirais, de savoir-faire. La fermière ou la laiterie dans laquelle ça se passait savait quel était le résultat qui était attendu par la suite. Ouais. Donc, on savait ce qu'il fallait. Alors, j'ai encore eu la chance de visiter, il y a quand même de ça quelques années, une petite laiterie, je dirais artisanale, sur une colline tout près de Bruxelles qui s'appelle Beersel. Marc connaît ça. Hein. Bruxelles, c'est vraiment dans la proche C'est banlieue de vraiment dans Bruxelles. la Oui. proche banlieue de Bruxelles. Donc, on est au centre de la Belgique, là. On est vraiment au centre de la Belgique. Alors là-bas, nous sommes dans le plateau, sur le plateau Brabançon. Il y a une rivière qui s'écoule, qui s'appelle la Seine, qui s'écrit S-E-2-N-E, qui plus tard pénètre dans Bruxelles et a fait toute l'histoire de Bruxelles. Et Beersel est un village qui est bâti sur une colline, sans doute une ancienne butte témoin. Au-dessus, vous avez l'église. Par contre, dans le fond, lové comme ça dans les méandres de la Seine, vous avez un superbe château qui est le château de Beersel, qui est un château moyenâgeux, mais avec quelques éléments Renaissance. Et c'est un château qui est passé à la fois dans la bande dessinée et que j'ai un jour vu par hasard dans une série américaine de science-fiction. Alors, je vous explique un petit peu l'histoire de la série américaine. En gros, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hommes qui sont, disons, originaires de l'an 2300. La Terre est devenue invivable, on vit dans des bulles. Et puis, ils arrivent à recréer, à trouver un passage pour aller dans le temps, dans le temps ancien, à l'époque des dinosaures. Et ils recréent une civilisation à cette époque-là. Et dans le village où ils habitent, il y a une banque d'images avec tous les monuments et toutes les choses, je dirais, qui existaient sur la Terre à l'époque contemporaine. Et ils ont fait à un moment donné défiler toute une série de vues, et j'ai reconnu le château de Beersel parmi les choses qui étaient les choses témoins qu'ils avaient décidé d'emmener avec eux. Bref, nous avons donc notre fromage, et avec ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors, c'est un fromage qui était consommé traditionnellement frais. Une des manières de le consommer frais, hein, c'était par exemple de l'assouplir. Alors, comment faisait-on? On le mettait dans une machine qui était munie de pistons. Alors, le fromage qui était granuleux au départ, un petit peu comme du cottage cheese, peut-être un petit peu moins granuleux quand même, était malaxé par le piston et il ressortait de manière extrêmement, comment dirais-je? En pommade, voilà, en pommade. Il n'y avait plus du tout de granules. Et il était vendu comme ça dans des petits pots. Hein. Ça, c'était une manière de faire. Alors, il y a un produit vraiment traditionnel qu'on retrouve comme ça, je dirais, dans quasiment tous les caberdouches, comme on dit, en fait, tous les bistrots. Les estaminets. Les estaminets, que ce soit à Bruxelles ou dans la banlieue de Bruxelles. Et c'est ce qu'on appelle parfois aussi le complet bruxellois. Mais le complet bruxellois, il désigne également les moules frites avec une bière. Hein. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste en une tranche de pain. Un très bon pain, hein, un pain de campagne, comme on dit. Hein. Donc, un pain où il y a un petit peu de son, un petit peu de farine grise. Un pain Donc, comme Claude, il fait dans son four un à pain pain comme Claude fait traditionnel. certainement, Voilà. un pain de blé ou un pain d'épeau, donc des grandes tartines, qui sont beurrées, qui sont garnies avec ce fromage. Alors, il y a plusieurs manières de vous le présenter. Soit on vous met dans un pot, je dirais, des jeunes oignons que vous appelez des cives, donc la partie blanche Oui, avec un tout petit peu de vert. Oui.
et puis des radis rouges, avec un petit bout de la queue verte, là, hein, du sel et du poivre. Et alors, vous organisez votre tartine comme vous voulez. Soit qu'elle est déjà garnie au départ, mais généralement, on le fait soi-même. On a un petit couteau et puis on met autant d'oignons et autant de radis qu'on veut répartis sur le fromage. Avec la salière ou le moulin à sel, on sale. Et puis avec le moulin à poivre, on poivre. Et puis on déguste ça. Et alors, l'accompagnement boisson traditionnel, aussi surprenant que ça puisse être, c'est en principe de la crique. Alors, de la crique, qu'est-ce que c'est? C'est une bière à la cerise. Alors, traditionnel de Bruxelles. je vais vous parler un petit peu de la gueuse, hein, parce que sinon, ça n'a pas de sens. C'est pas de l'alambic, la crique. Alors, au départ, on fait une bière à Bruxelles qui s'appelle le lambic. Alors, c'est une bière qui est un peu plate comme ça. Donc, pour rappeler comment on fait de la bière, on mélange ensemble de l'eau, on mélange ensemble des céréales qu'on a fait germer et qu'on appelle du malt. Mais dans le cas de la gueuse, si mes souvenirs sont bons, on ne met pas que de l'orge, on mettrait peut-être aussi du froment, mais je devrais vérifier. Et puis après, lorsqu'on a empâté ce mélange de céréales et d'eau, on le filtre, pardon, parce l'eau s'est chargée en fait des sucres qu'il y avait dans les céréales, ok? Donc c'est un liquide qui est fermenté cible, un peu comme le mou de raisin, hein? Et puis on mettait ça dans des grands bacs qui se trouvaient dans les greniers, dans les brasseries à l'origine, hein? C'était des grands bacs en cuivre et on laissait faire, je dirais, le travail des levures propres à la ville de Bruxelles et propres à la vallée de la Seine. C'était des levures tout à fait spécifiques. Maintenant, les mauvaises langues disent quand même, et bon, quand on dit mauvaise langue, ben, peut-être pas si mauvaise que ça, c'est qu'en fait, il y avait des trous dans les murs par lesquels entraient les pigeons. Okay. Alors, on sait qu'un pigeon, c'est un peu comme un rat qui vole, hein. Il y a non seulement, je dirais, des poussières dans les plumes, mais quand le pigeon a envie de se soulager, ben, il n'hésite pas à le faire là où il a envie. Bref. Donc, le liquide était mis à refroidir et il se chargeait des levures, donc de Bruxelles. Ensuite, ce liquide, qui n'était jamais finalement qu'une bière tranquille, un peu comme un vin blanc tranquille, était mis dans des fûts à vieillir. Et c'est par la suite qu'on a véritablement la gueuse, qui ressemble à s'y méprendre à un champagne, mais qui serait fait avec de la bière. Donc, on assemblait, et il faut voir la chose pour s'en convaincre, hein. Vous avez des lambics jeunes, vous avez des lambics moyennement âgés, vous avez des lambics âgés. Et tout l'art du brasseur de gueuse consiste à mélanger dans des proportions, un peu comme quand on fait la cuvée en champagne, je dirais des mous d'âge différents, hein. Et puis après, il n'y a pas de liqueur de tirage comme en champagne, alors qu'est-ce qu'on faisait? Soit on laissait, je dirais, uniquement des mous d'âge différents qu'on faisait vieillir dans des bouteilles, comme les bouteilles de champagne, des bouteilles vertes avec un bouchon, type bouchon champagne, etc. On laissait vieillir donc la gueuse, se chargeait en gaz carbonique, et quand on l'ouvrait, ben, c'était comme le champagne, je dirais, ça mousse énormément. Mais on faisait également une autre boisson qu'on appelait la crique. À ce moment-là, on ajoutait jusqu'à un quart du poids ou du volume des cerises du Nord, des cerises dites de Schaerbeek, qui est une localité qui est actuellement incluse dans Bruxelles. Alors, après ça, bien sûr, on filtrait. Donc, on a à ce moment-là une bière qui était très fortement parfumée à la cerise. Par la suite, on a fait des variétés framboises, pêche, cassis, tout ce qu'on veut. Et alors, vous aviez également une autre bière qui s'appelait le Faro, et qui s'appelle d'ailleurs toujours le Faro, et qui, elle, était sucrée avec du sucre candi noir. Et ça donnait une bière qui était plus douce et une bière qui était brune à ce moment-là. Ça, c'est le Faro. Mais la grande bière qui était, disons, le compagnon de la tartine de fromage blanc, c'était la crique. Et c'est d'ailleurs toujours la crique. La tartine de fromage blanc qu'on appelle à Bruxelles la tartine de platekees. Oui, alors parce qu'à Bruxelles, le fromage blanc dont je viens de parler s'appelle le platekees, ce qui veut dire le fromage plat, hein. Voilà. Platekees. Oui, le fromage plat. Kees, c'est casse. Donc, kees, en fait, c'est le mot flamand en flamand bruxellois pour dire fromage, qui en bon néerlandais se dit kaas. K, deux fois A et S. Mais en néerlandais de Bruxelles, en flamand de Bruxelles, c'est kees. Et platekees, ben, c'est le fromage plat. Donc, ça, que le patois qu'on parle à Bruxelles est un mélange de vieux flamand et de vieux flamand et un peu de français, oui. Et un peu de tout, là. Un peu de tout là-dedans, hein. Voilà. Donc, ça, c'est une manière de consommer ce fromage-là. Mais notre auditrice qui nous avait demandé des renseignements
Elle voudrait avoir des recettes de tarte au fromage et je vais bien entendu lui en donner. Alors, d'où ces tartes au fromage sont-elles originaires de point de vue gastronomique? Il y a deux localités qui se disputent un petit peu, je dirais, la paternité et l'originalité. Il y a la localité de Jodogne qui s'écrit Jodoigene et la localité de Wavre. Qui Alors, sont au Brabant qui sont wallon, dans le Brabant wallon. Alors, Jodogne est une donc ville qui est au sud de plutôt Bruxelles. au sud de Bruxelles. Jodogne est plutôt à l'est du plateau. Elle se trouve, elle, carrément sur le plateau. Et puis, vous avez Wavre qui se trouve sur la vallée de la Dyle. Alors, la vallée de la Dyle, qu'est-ce que c'est? C'est une rivière qui prend sa source, je dirais, dans le Brabant wallon, qui creuse une vallée assez importante et qui passe entre autres par Wavre et puis par Louvain par la suite, je pense même par Malines, et puis qui va se jeter plus loin, je dirais, dans le Rupel, là-bas, presque à Anvers. Alors, la vallée de la Dyle, c'est une vallée qui est extrêmement, je dirais, extrêmement riche, et toute cette zone-là, on l'appelle maintenant un petit peu la Silicon Valley de la Belgique. Parce que dans la région d'Ouavre sont venues s'installer toute une série de sociétés qui ont trait, je dirais, à la fois à la gestion, à l'informatique, C'est aux parce que nouvelles technologies. l'université a été s'installée à côté. Parce que l'université de Oui. Louvain-la-Neuve est non loin de Wavre, Bon, évidemment, et d'Ottigny. Bon, mais bon, revenons au fromage. revenons au fromage. Alors, je vais vous donner comme ça des recettes de tartes au blanc Oh, stoffé. Euh, il existe évidemment une confrérie qui a évidemment, je dirais, vu le jour. Hein. Elle a vu le jour en 1972 à l'occasion du 750e anniversaire de l'octroi des libertés communales de la ville de Wavre. Alors, je ne sais pas trop comment ça fonctionnait au niveau de la France, mais au niveau de la Belgique, des anciens Pays-Bas, les villes étaient relativement autonomes tout en dépendant soit d'un duché, soit d'un comté, etc. Et les localités se sont embourgeoisées très rapidement dès le Moyen Âge. Et quand on dit bourgeois, on dit commerce, mais on dit aussi liberté d'agir, liberté de faire. Donc toutes les municipalités ont eu à cœur de réclamer aux seigneurs des libertés, des chartes, hein, Ouais, qui étaient gardées dans des beffrois, et comme ça on perpétue les souvenirs. d'accord. Alors, en 1954, on a rendu à Wavre, on a inauguré un carillon. Un carillon, vous savez ce que c'est un Oui, ensemble de oui. cloches dans un clocher, dans un beffroi. Et on a recréé à cette occasion-là un jeu médiéval, qui s'appelle le jeu de Jean et Alice, et qui avait été composé à l'instigation d'un abbé du coin. Et alors, là, il y a eu tout un folklore qui a été mis en place et la fameuse confrérie du Stoffé a été mise en place dans toute cette foulée-là. Alors, la première recette que je vais vous donner, donc une tarte au blanc stoffé, qu'on appelle également de la dorée. Alors, dorée, c'est écrit, je dirais en wallon, D-O-R-E-Y-E, de la dorée, mais qui se traduirait par de la dorée. Pourquoi? Parce que la tarte au fromage est particulièrement dorée. Guy, Oui, avant de continuer, est-ce qu'on peut reprendre une question d'une auditrice? oui, bien sûr. Jane, qui demande, je peux remettre du cahier sur ma faisselle en plusieurs fois, mais jusqu'à quelle durée dans le temps? Il va égoutter, mais ça va prendre du temps. Une matinée, une journée, et après je mets au frigo? Moi, je dirais qu'on pourrait faire ça pendant 24 heures au grand maximum, parce que après, vous allez avoir des cahiers qui ont des âges différents. Vous allez avoir le fond qui va avoir, je dirais, plus de 24 heures que ce qui est au-dessus. Et je n'irai pas au-delà de 24 heures personnellement. Et après, bien sûr, on met au frigo, hein. Mais il faut, je dirais, travailler au frigo en permanence. Parce que laisser du cahier dehors, bon, si c'est pendant 1 heure, 2 heures, ça va. ouais, Si c'est le laisser davantage, vous avez un ensemencement par des poussières qui va arriver. Et ce n'est pas toujours l'idéal. Soit on le couvre, hein, avec un linge, soit avec un film plastique. Mais le mieux, c'est de le remettre au frigo à chaque fois. Alors, Alors, je vais et vous donner, donc à l'instigation et à la demande d'une de nos auditrices, je vais donner ici plusieurs recettes de cette fameuse tarte au blanc stoffé, qui sont vraiment des tartes qui sont, je dirais, qui font l'objet à la fois de concours annuels, de médailles, de respect de la tradition, et on va dans toutes les pâtisseries de Wavre, on aura de la tarte au blanc stoffé. Pour 4 ou 5 tartes, je dirais, d'un format qui va de 21 à 24 centimètres, hein, on a besoin pour la pâte d'un kilo de farine, de 50 grammes de levure, de 2 œufs, de 200 grammes de lait, de 600 grammes de beurre, de 50 grammes de sucre, de 15 grammes de sel. Et puis alors, il y a la garniture.
on a besoin de compote, l'équivalent d'une centaine de grammes de compote de pommes ou d'abricots par tarte. Et puis, il y a la garniture qu'on va mettre au-dessus. Alors là, on a besoin d'1 kg de fromage, donc de fromage blanc maigre égoutté, de 500 grammes de sucre, de 100 grammes de maïzena, de 250 grammes de lait, de 10 grammes d'essence d'amande amère, éventuellement 25 grammes de rhum, un peu de vanille, 8 jaune d'œuf et 8 blanc d'œuf. Alors, comment procède-t-on? Pour les premiers ingrédients que j'ai cités, on réalise une pâte de type pâte brioche. Hein. Donc ça, vous irez écouter, j'ai déjà donné la recette sur la technique dans un épisode précédent, vous irez écouter ce que j'y ai expliqué. Alors maintenant, avec le fromage, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord garder une partie du sucre, à peu près la moitié, qui servira à monter les blancs d'œufs en neige. On va mélanger le restant du sucre, donc 250 grammes, avec le lait, avec les essences, donc l'amande et le rhum, éventuellement la vanille, et les jaunes d'œufs. Et ce mélange-là va servir à détendre le fromage. Donc on va l'incorporer par la suite au fromage. Après quoi, on va battre les blancs d'œufs en neige avec la moitié du sucre qu'on a gardé et on incorpore cette meringue au dernier moment. On garnit les tartes d'abord avec la compote d'abricot ou la compote de pommes. Si on n'en a pas, on peut prendre du corin en boîte. C'est donc une espèce de marmelade d'abricot qui est un petit peu plus consistante. On va garnir la tarte et puis après, on va l'enfourner tout simplement à feu entre 180 et 200 degrés pendant environ 25 minutes. J'ai donné des proportions un petit peu importantes. Il est évident que vous pouvez les diviser par 2, par 3, par 4 ou par 5. Alors, une autre recette, vous gardez toujours la même pâte, mais vous allez utiliser donc 1 kg de fromage blanc égoutté, 14 œufs, un quart de litre de crème fraîche, 400 g de sucre, 80 g d'amandes moulues, 100 g de beurre, 3 cuillères à soupe de farine, ce qui va représenter à peu près une centaine de grammes, et puis toujours votre compote de pommes ou d'abricots. Alors, même traitement, vous allez séparer les blancs des jaunes, vous allez mélanger vos jaunes d'œufs avec la crème fraîche, vous allez utiliser 200 g de sucre que vous mettrez dans ce mélange-là, 200 g qui vous serviront, je dirais, à monter les blancs en neige, les 80 g d'amandes et les 100 g de beurre ainsi que la farine, vous les incorporez d'abord au fromage, farine tamisée bien entendu, et puis vous terminez par les blancs d'œufs battus en neige qui vont servir à alléger le mélange. Et de nouveau, cuisson 180 à 200 degrés au four. Alors, encore une dernière recette. Ici, je vous donne une variante pour ce qui est de la pâte elle-même. Alors, 1 kg de farine, 300 g de beurre, 50 g de saindoux, 70 g de levure fraîche, un petit peu de sel, donc 2 pincées de sel, un peu de sucre vanillé, 50 g de sucre fin, 6 œufs entiers et un pot de crème fraîche qu'on pourrait estimer à 2 décilitres. De nouveau, vous réalisez une pâte de type pâte briochée qui servira à foncer le moule, moule que vous allez beurrer, et vous allez garnir avec quoi? Avec la recette que je vais vous donner, qui reste toujours à peu près similaire. Hein. Là, il vous faut de nouveau 1 kg de fromage frais bien égoutté, 3 macarons, 125 g d'amandes broyées, 500 g de sucre fin, 100 g de beurre, 2 paquets de sucre vanillé, une grosse cuillère à potage de farine cette fois-ci, donc aux environs 35 grammes, 250 g de crème fraîche, 10 œufs et un peu de rhum. Alors la petite différence, c'est que la veille, vous allez mettre vos macarons à ramollir avec le rhum, de manière à ce qu'ils soient bien imbibés. Et le deuxième jour, donc le jour où vous allez réaliser votre tarte, vous allez donc utiliser les macarons, vous allez mélanger avec le broyage d'amande, vous allez incorporer tout ça au fromage, même chose avec la crème, avec les jaunes d'œufs, avec la farine, les blancs d'œufs qui sont les blancs donc des œufs que vous allez mettre en place, il en faut 10, donc les 10 blancs d'œufs, vous allez les battre avec la moitié du sucre, alléger l'ensemble avec les blancs d'œufs battus en neige, et de nouveau, cuisson, même chose, 180 à 200 degrés pendant environ 25 minutes. C'est un dessert, ça, Guy? C'est un dessert parce que c'est sucré. Et alors, ça se mangeait toujours le dimanche après-midi, je dirais aux environs de 4 heures, à la fois et comme dessert et comme, je dirais comme 4 heures, quoi, comme goûter. Ah bah oui, c'est un bon goûter parce que c'est très riche. C'est riche, oui. Disons qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Absolument. Et alors, ce sont vraiment des spécialités locales. La tarte au fromage, c'est vraiment une spécialité du Brabant wallon. Je dirais aussi bien à Jodogne qu'à Wavre. Toutes les pâtisseries en font. Alors, il y a la concurrence entre les diverses pâtisseries, puisque il y a les habitués. Moi, je vais à la pâtisserie une telle parce que ceci, ou je vais à la pâtisserie une telle parce que cela. Alors,
On n'en fait évidemment pas qu'à Wavre, hein. On en fait tout près de chez moi. Je dirais que dans toute la Wallonie, la tarte au fromage est connue, hein. Alors, il y en a qui sont plus légères, il y en a qui sont un tout petit peu plus compactes, il y en a qui sont un petit peu plus sûres parce que donc plus aigres, plus acides. Si vous réalisez votre tarte avec du fromage de lait battu, ce n'est pas la même chose que si vous achetez du fromage blanc, donc le fameux stoffé. Et si vous achetez le fromage blanc dans une ferme, ça n'a pas le même goût que si vous prenez du Ben non, fromage parce blanc qu'il de grande surface. il sera très gras. Enfin, il sera plus gras que celui de grande Il y a surface. il y a une question de graisse, mais il y a aussi une question de goût du terroir Ouais, qui va influencer la chose. Un fromage blanc de ferme réalisé artisanalement, je dirais, a beaucoup plus de goût qu'un fromage blanc qu'on achète dans grande surface et qui est réalisé par une laiterie industrielle. Voilà. ouais. Et ben voilà, 3 belles recettes. Guy, tu Ah les ben écrives? j'espère que nos auditeurs ou nos auditrices prendront note des proportions, des quantités, mais en leur disant que c'est pour au moins 4 très grandes tartes, hein. Donc ils peuvent diviser sans aucun problème Oui, et oui, oui. tomber à 250 grammes de farine. La mesure que j'ai, c'est de dire qu'avec 1 kilo de farine, on fait 4 tartes, donc ils peuvent diviser par 4 Oui, sans aucun problème. oui. Ok. Ah, Et dernier petit point, je trouve que c'est beaucoup plus gastronomique quand on met de l'abricot plutôt que de la pomme. Les deux sont bons, hein, mais l'abricot a quand même ma préférence. Je dirais pour mettre ces toutes fines couches en dessous du fromage, mais alors, c'est plus fin. abricots frais ou abricots Non, secs? soit de la compote d'abricot, soit un produit qu'on trouve malheureusement quasi uniquement en Belgique, c'est ce qu'on appelle du corin, qui a donc cette marmelade d'abricot, je dirais, c'est à la fois à mi-chemin entre ce qu'on appellerait une compote et une confiture. C'est un peu entre les Oui, deux. parce que j'aurais une tendance à dire, comme quand même c'est une recette, ce sont des plats un petit peu riches, ce serait plutôt pour l'hiver. Et bon, les abricots en hiver, ben, il n'y en a pas. Oui, mais c'était sous forme. Le corin est une conserve d'abricot, hein. Ah d'accord, Donc, ah ça d'accord. s'utilise, il existe la variété abricot et la variété prune. Ça s'utilise en permanence, je dirais, quelle que soit la période de l'année. Et on réalise même des tartes au corin tout seul. Ah Et oui, dans ce cas-là, j'ai déjà expliqué qu'on devait ajouter, quand on ouvre la boîte de conserve, on doit le remélanger et ajouter 10% de son poids en eau bouillante pour ah avoir oui. un corin plus moelleux. Et si on prend, alors pour nous, chez nous, en France, si on prend une boîte de conserve d'abricots, ça fonctionne ou... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il faut prendre une boîte d'abricots en conserve, les égoutter et puis les mixer. Ouais, voilà, d'accord, c'est ce qui me semblait. Ouais, ouais. Ok, Mais Bon, voilà, parce que bon, tu t'es vous avez arrêté, vous avez toutes les informations du jour. tu formidable, t'es, merci Guy. tu t'es arrêté sur le Brabant, là. J'imagine qu'on continue, parce que tu es parti de la côte jusqu'au Brabant. Alors ensuite, ben oui, je peux donner une petite explication. Oui, brièvement, Ensuite, pour terminer au Luxembourg. pour terminer, ensuite nous avons plus à l'est un plateau qu'on appelle la SB, qui est lui donc le socle de craie, qui ressemble à la Beauce en France, culture riche. Par contre, la partie sud-ouest du plateau en question, c'est la SB bocagère namuroise, où là on retrouve à la fois de la culture et du bocage, donc aussi de l'élevage. Le fromage. Et du fromage. Et puis après, nous avons, je dirais, lorsqu'on passe la Meuse, nous avons des plateaux de moyenne altitude qu'on appelle le Condro. Alors, le Condro est une région qui est à la fois, je dirais, herbagère et un peu de culture et de la forêt. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que dans le prolongement du Condro, nous avons un moyen plateau à 300 mètres d'altitude, qui est le fameux plateau de Herve, dont nous reparlerons peut-être la semaine prochaine. Alors, le plateau de Herve, c'est la Normandie de la Belgique, hein. Pour Mhm. vous donner un petit peu les faits, nous avons un plateau qui fait 29 000 hectares et 23 000 sont occupés par de l'herbage, donc Oui. des vergers, des pommes et bien sûr des vaches. Ça, c'est vraiment la Normandie belge, c'est le plateau de Herve. Et Alors après ça, nous avons, après les moyens plateaux, nous avons une petite dépression qui s'appelle la Famenne. Alors là, de nouveau, vous rencontrez à la fois de la culture, mais également de l'herbage, hein. Il y a entre autres la ville de Rochefort qui se trouve là, où il y avait une abbaye avec des moines et on fabriquait du fromage donc à l'abbaye de Rochefort. Puis nous avons le une abbaye plateau trappiste. ardennais, une abbaye trappiste. Oui. Puis nous avons le haut plateau ardennais, où là, il y a à la fois de la forêt, mais également, je dirais, un peu d'élevage. Et l'élevage en question a donné une appellation d'origine protégée pour le beurre d'Ardenne. Et Oui, puis, parce qu'en lorsqu'on. Belgique, on dit l'Ardenne et en France, on dit les Ardennes. Les Oui, Ardennes, oui. oui, nous autres, c'est l'Ardenne au sens général. Mais Et c'est puis, que oui, elles sont rattachées, les deux régions d'Ardennes. oui, oui, c'est une prolongation, hein. Oui. L'Ardenne s'étend à la fois sur la Belgique,
sur la France, dans le département, disons, des Ardennes, mais également sur la partie nord du Grand-Duché de Luxembourg. Voilà. Et le symbole, c'est le sanglier. Et c'est le sanglier, en tout cas pour la province de Luxembourg. En tout cas, en France aussi. Et l'Ardenne en général, bien sûr. Oui. Et puis après, lorsqu'on est là sur le toit du pays, on redescend vers le sud-est. Et là, on a donc la Lorraine belge, qui se distingue en deux régions, la Gaume et le pays d'Arlon. Alors, le pays d'Arlon, qui est le plus à droite, c'est un pays qui a gardé en tout cas un patois germanique, tandis que la Gaume, c'est un patois, je dirais, roman. Et là, nous avons toute une série de cuesta. Il y en a 3. Alors, les cuesta, ce sont les piles d'assiettes qu'on retrouve dans le bassin parisien. Et c'est finalement le prolongement du bassin parisien, la Lorraine belge. Et là, nous avons de nouveau de la culture, nous avons un petit peu d'élevage. C'est dans cette région que vient la fameuse eau de Valvert que vous connaissez peut-être. Oui, oui. Et que tous les Français pensent qu'elle est française. Mais non, c'est en Belgique, la région c'est là-bas. Donc, l'eau de Valvert, c'est là-bas. Et alors, nous avons un peu de vignes qui commencent maintenant à revenir. Marc la connaît très bien. Et nous sommes allés arpenter les vignes de Torgny. Et nous avons un excellent petit vin là-bas. Nous avons plusieurs vins là-bas. Et entre autres, des escargots, hein, il faut dire ce qui est. Donc, oui, aussi des escargots. On avait été à la chasse au gros gris de Bourgogne, là, dans ce coin-là. On a été aidé à désinfester une vigne abandonnée. Une vigne abandonnée, mais alors là, il y avait des escargots. Alors là, il y en avait. Bon, on va avouer, je crois que les faits sont prescrits maintenant. On avait été braconné l'escargot sans autorisation, en dehors de la saison. Non, c'est permis. L'époque où on a été, c'était permis. Je pense que c'était permis. Mais vous les avez cuisinés après. Bien sûr. Le plus dur, c'est de courir après pour les attraper. Mais c'était dans des grandes herbes. On avait des herbes jusqu'à la hauteur de notre taille. Hein. Au genou. Oui, il y avait des herbes, il y avait des ronces aussi à certains endroits. Alors, il y avait de vieilles planches, et comme par hasard, quand on soulevait une planche, les escargots étaient en dessous. Et oui. Mais c'était des gros. Hein. On est resté dans les tailles autorisées, on n'a pas pris des bébés escargots. Ouais. Et alors, on les a cuisinés aux linguines et aux morilles. Oh. Notamment, oui. Non, j'ai pu voir plusieurs recettes. Tiens, on pourrait faire un jour un épisode sur les escargots parce qu'il y a 2 façons de les préparer apparemment. La première, c'est de les dégorger au gros sel et ça leur donne une chair plus tendre, ou alors de les cuire telles quelles sans les dégorger, et ça les met plus caoutchouteux. Mais je dois dire, pour les avoir traités de la manière première au gros sel, je ne le ferai plus parce que d'abord, c'est faire souffrir l'animal inutilement. Sauvage, oui. Oui, et d'autre part, il faut de l'eau. Je pense que pour traiter les escargots que nous avions, il m'a fallu plus de 100 litres d'eau. Tellement il faut rincer. Ah oui, il y a beaucoup de et ça dégorge. Alors là, c'est terrible. Ouais. Mais qu'est-ce que c'était bon! Ils étaient bons. Ils étaient tendres, ils étaient bons, mais bon, voilà. Je sais que quand j'en parle ici en Angleterre, on dit des escargots, ils font la grimace et se disent, mais attends, c'est quelque chose qui a été apporté quand même par les Romains. Et à l'époque, on mangeait des escargots en Angleterre. D'ailleurs, on trouve des escargots petits gris ici dans le jardin qu'on traite comme des nuisibles. Et ces escargots avaient été introduits par les Romains parce qu'ils les mangeaient. Donc, il y a une époque, on les mangeait, quoi. Tu verras, si un jour on retombe en pénurie. En pénurie, on remettra des escargots. Oui. Ils se moquaient de moi, mais après, ils vont venir me demander comment les cuisiner. Oui. Les escargots et les cuisses de grenouille. Oui. Par contre, Claude, nous attendons toujours de voir les écrevisses de Marc, hein, parce qu'il nous parle de ces écrevisses. Mais là, j'ai été jeter mes pièges hier soir, et donc je vais aller les relever là après, je te dirai quoi. Mais bon, c'est encore un peu tôt dans la saison, mais normalement c'est le juillet le haut de la saison, mais je vous dirai. Non, mais tu es sérieux, Marc? Ben oui. En France, toute la moitié de l'Europe en dessous de la Belgique, et l'Angleterre a été infestée par des espèces d'écrevisses qui ont été introduites dans les années 70. Après le choc pétrolier, on a voulu inciter les agriculteurs à se reconvertir dans des cultures, des élevages qui sont à haute valeur ajoutée. Et l'écrevisse était un mets raffiné à l'époque. Et ça permettait de diversifier les sources de revenus. Et donc, on a incité beaucoup de fermiers à creuser des étangs dans leur terrain un peu marécageux et d'y mettre des écrevisses. Et on a introduit comme ça des écrevisses qui n'étaient pas indigènes. En France, ça a été des écrevisses de Floride. En Angleterre, ça a été des écrevisses de Californie. Les écrevisses de Floride ont des pinces toutes fines. Des écrevisses Floride, Louisiane, oui. De Louisiane.
alors que celles de Californie ont des grosses pinces. C'est comme des mini-homards. Et le problème, c'est que ces écrevisses se sont échappées, ont commencé à envahir le milieu naturel et et elles se reproduisent très très vite. Et elles détruisent les écrevisses européennes. Elles détruisent les écrevisses européennes parce qu'elles sont porteuses de La maladies maladie. et elles détruisent complètement le biotope. Ça bouffe tout. Et tu as certains marécages en France qui sont complètement ravagés à un point que c'est interdit de se déplacer avec une écrevisse vivante si on en attrape une. Et c'est interdit en France de la relâcher vivante. Mais cependant, il faut toujours un permis de pêche apparemment pour les pêcher, alors qu'en Angleterre, il ne faut pas de permis pour les pêcher. Si, il faut demander une licence, on te la donne gratuitement et moi j'ai une licence, tu remplis un formulaire, tu l'envoies, il te Mais l'envoie gratuitement. tu vas pêcher des écrevisses près de chez toi? Oui, j'ai une rivière là à 50 mètres de chez moi. Ah oui. Et je peux y pêcher des poissons que je n'ai pas trop envie. Moi, c'est plus les écrevisses qui m'intéressent. Et comme c'est nuisible, je fais du bien à la nature. Tu vois, c'est une action de protection de la nature que je fais. Mais tu les cuisines après? Oui. Mais t'en as attrapé combien jusqu'à présent? Ah non, ici, j'en ai pas encore attrapé, mais je le faisais quand j'étais en France, oui. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Mais tu n'as pas peur que chez toi ce soit pollué, ce Mais cours si c'est d'eau? pollué, il n'y a pas d'écrevisses. Ah C'est bien d'accord. simple. Les écrevisses n'aiment pas les eaux polluées. Hmm. Donc, s'il y a des écrevisses, c'est généralement un signe. Tu sais, c'est comme tu as des lichens sur les arbres, c'est parce que l'air est pur. Eh bien, tu as des écrevisses dans l'eau, c'est que l'air est pur. L'eau est pure. D'accord, L'eau n'est pas assez polluée d'accord. pour ça. Et puis, les écrevisses sont nécrophages, donc ils nettoient tout le fond de la Oui, rivière. oui, Mais oui. une fois qu'ils ont tout nettoyé ce qui était mort, ils vont manger ce qui est vivant. Et puis, il reste plus que quelques algues. Et les pêcheurs se plaignent qu'il y ait des écrevisses. Je dis, mais attrapez-les alors et mangez-les. Oui. Surtout que ça vaut super cher. Enfin, ça vaut l'ordre de 20 euros le kilo en entier, quoi. Donc, Donc c'est quand ta prochaine campagne de pêche? bref, mais il faut faire ça en France aussi, hein. Renseignez-vous un petit peu, regardez un peu autour de vous, vous allez voir, il y a certainement des endroits qui sont infestés d'écrevisses. S'il y a des écrevisses, c'est que l'eau est assez pure. Et vous pouvez pêcher à la balance, vous pouvez pêcher même avec une Oui, vieille ça je me roue, rappelle, mon père faisait ça. même avec une vieille roue de vélo, hein. On peut faire Hmm. un piège ou alors un piège à crabe, ou alors une nasse, etc. Ici, le seul problème, c'est qu'on a encore des loutres. Hmm. Et donc, on doit avoir des pièges qui soient conformes, pour lesquels les loutres ne vont pas se mettre dedans. Et je ne pense pas qu'en France, il y a encore des loutres. Si, Si. En ça tout cas, en dépend Belgique, il où. n'y en a plus. S'il y en a encore en Belgique, mais on ne dit pas où pour ne pas que les gens aillent les effrayer. Oui. Oui. Bon, oui, il faudra parler des écrevisses une fois, hein. Bon. J'ai des beaux souvenirs, justement. Je pense que ça a un rapport avec ce que tu dis, Marc, mais quand j'étais gamin, on allait à la balance avec mon père et on ramenait deux grands sacs de pommes de terre pleins d'écrevisses on mettait sur la grande table et on enlevait les Les boyaux. boyaux. Ouais. Ah oui, oui. Et après, on faisait un poulet aux écrevisses, n'est-ce pas, Guy? Oui, tout à fait. Hein, voilà. Bon, revenons à nos fromages. Ah ben écoutez, pour moi c'était terminé puisqu'on Ah bon, était d'accord, limité d'accord, par le très bien. Voilà. temps. Donc, Donc, Donc la fois prochaine, il y a deux possibilités. Soit je vous parle du fromage de Herve et de la région de Herve parce on fabrique énormément de fromage là-bas. oui. Soit je vous parle des utilisations des boulettes et des cassettes dont j'ai un petit peu effleuré le sujet aujourd'hui, avec deux grandes spécialités culinaires pour ces deux produits, à savoir la tarte al jott de la région de Nivelles et la flamiche dinantaise, deux préparations pour lesquelles il y a énormément de choses à dire. Ah ben alors, peut-être c'est mieux ta deuxième proposition, Guy. Comme ça alterne un petit peu entre la connaissance du produit et puis. Et là, ce sont des préparations salées, en fait, hein. Oui, d'accord. Qu'est-ce que ok. tu en penses, Marc? Moi, je suis Guy, c'est lui qui apporte la valeur ici, hein, et le savoir, hein. Donc, je Oui, parlerai donc de la flamiche, de la cassette de la boulette de Romeden, oui. de la tarte al jott et de la flamiche dinantaise. Voilà. Voilà. Je crois qu'on Et puis un autre épisode, ce sera sur le Herve et toute la région de Herve et tous les Oui, fromages qu'on oui, trouve dans oui, ce oui, coin-là. oui, oui. ouais, tu me OK. fais réfléchir, Guy, on pourrait faire un podcast que sur les fromages belges, en fait, avec Ah bah lui. oui, Oh, bah si on oui. voulait, mais enfin bon, je dirais que le but c'est de ne pas non plus lasser les gens et de ne parler que de ça. C'est vrai. Et puis ce qu'on fera après, c'est parler de tous les fromages de type fromage d'abbaye, hein.
Ah, il y a Jane qui dit oui, la deuxième solution avec grand plaisir. Métaux est super. Voilà. Bon, ben voilà, on adhère. Et j'espère que Jen a eu le temps de noter les proportions. Non, elle va être obligée de réécouter. Mais oui, mais moi je vais réécouter, comment veux-tu hein? Elle a dit oui, c'est sûr, Guy, je vais réécouter doucement parce que vous avez été trop vite pour que j'écrive. Mais ce que je peux encore faire, mais ça je dois être au bureau pour le faire après mes heures, c'est noter les proportions et les envoyer à Marc qui les mettra sur le site. Ouais, ok. Ou je les envoie à Jane seulement. Oui, ou à Jane éventuellement. Ah ben non, mais parce qu'elle vient, attends, mais elle aime aussi mettre de la crème. On ne se lasse jamais de vous écouter. C'est génial. Merci Jane. Elle est gentille, Jane. Et si Jane vient un jour en Belgique, eh bien nous lui ferons faire le tour de tous les pâtissiers. Je vais faire le tour des tartes. Non, le tour des tarteries, parce que chez nous, les tarteries, c'est une institution. Le grand dessert qu'on trouve en Belgique, c'est la tarte. Ah oui. Toujours sur une base de pâte levée. Hein. Oui. Très rarement une pâte feuilletée ou une pâte à croûte ou autre chose. Non, pâte levée, donc une pâte à brioche finalement. Hein. Mais à Bruxelles, il y a même des salons de tarte comme des salons de thé. C'est ce que je veux dire, c'est pâtisserie ou tarterie? C'est-à-dire qu'il y a des pâtisseries, mais il y a également des tarteries dont la vente principale, c'est de la tarte. Alors, il y a un village du Brabant qui s'appelle Chaumont-Gistou et qui, je dirais, est connu pour les tartes de Chaumont-Gistou. Bon, personnellement, j'y suis déjà allé. Ce n'est pas forcément celle que je préfère, mais on fait des tartes à tout. Hein. On fait des tartes au riz, on fait des tartes au sucre blanc, au sucre brun, toutes sortes de fruits, dorés, tout ce qui se mange en fait. Pommes, aux poires. Enfin, on fait des tartes à tout. Exactement. À la rhubarbe, c'est extrêmement connu. Et alors les tartes aux groseilles à maquereau aussi. Ah oui. Ce sont des groseilles vertes. On a déjà fait un épisode là-dessus d'ailleurs. Des tartes extraordinaires. Il y a des gens qui font. Il n'est pas rare d'avoir des gens qui font 40 km pour aller chercher une tarte à une pâtisserie et qui rentrent après chez eux, hein, parce que à cet endroit-là, la tarte, elle est comme ceci ou comme cela. Alors justement, j'en profite. Donc merci Guy pour ces explications et j'ai hâte d'écouter la suite. Alors aujourd'hui justement c'est un jour traditionnel de tarte en Belgique parce que c'est la fête des mères et donc j'en profite pour vous dire bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent en Belgique. Oui, ça ne veut pas dire qu'on traite les mamans de tarte, il faut être clair. Non, au contraire, mais on mange de la tarte, c'est dimanche et on mange de la tarte. Oui. Tu amènes toujours une tarte quand tu vas voir ta vieille maman. Je sais que dans les maisons de retraite, parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait là, le jour de la fête des mères est toujours un jour très chargé et tout le monde amène sa tarte au point qu'il ne devait pas faire de goûter par le résident parce qu'il y en avait toujours de trop, alors ils en donnent au personnel. Et puis c'est un peu comme ça, que dès qu'il y a une occasion, c'est le jour des tartes, quoi. Par contre, pour informer Claude de la chose, la tarte au riz, c'est la grande spécialité de la ville de Verviers. C'est une ville qui se trouve à l'est de Liège, en province de Liège, et c'est la tarte au riz dans ce coin-là. La frontière allemande. Même si on mange de la tarte au riz dans toute la Belgique, hein, et que c'est une des tartes les plus difficiles à faire pour avoir un moelleux, je dirais, extraordinaire. Ah, une bonne tarte au riz, ça... Une tarte au riz. Mais on ne mange que ça, alors. Non, on prend ça en dessert. Disons que c'est une quiche qu'on fait en dessert, quoi. Oui. Avec une pâte levée. Les tartes que le Belge adore, c'est la tarte au sucre. Hein. Ça, c'est... Et qui ne ressemble absolument pas à la galette qu'on trouve, par exemple, dans la région, dans l'Ain, du côté de Pérou. Il y a une tarte au sucre là-bas. Oui. Mais je connais, ça n'y ressemble pas du tout. Oui, j'ai un ami qui... Ça n'y ressemble pas du tout. La tarte là-bas du côté de Pérou, elle est très sèche comme ça. Oui. C'est du sucre, du beurre sur de la pâte. Oui. Mais chez nous, il y a des œufs, il y a de la crème en plus. Donc, oui. Et il y a un très très bon boulanger dans le petit village de Saint-Marcel-Bel-Accueil, entre Rhône et Ain. Et il fait cette tarte dont j'ai oublié le nom. Mais moi, je l'ai vu sous le nom de tarte au sucre. Hein. Je crois que je l'ai vu. Oui, alors en fait, c'est vrai, tu as raison. C'était tout simplement tarte au sucre. Mais elle est vraiment très bonne, c'est vrai. Je vais devoir vous nous laisser. Avant de partir, je veux faire un petit cocorico et je veux remercier Valère qui partage sur le chat ici. Je vais partager ça sur la page plus tard. Un article du Journal de Montréal aujourd'hui qui mentionne des balados pour mieux cuisiner et qui donne 5 balados pour mieux cuisiner. Donc, balado, c'est le mot québécois pour podcast.
Et il mentionne en 3e position Parler Cuisine. Donc, merci. C'est génial, merci. En 4e position, pardon. Bravo. En tout cas, merci beaucoup aux Québécois du Journal de Montréal pour cette publication. Ça fait toujours plaisir. Certainement. Voilà. Bon, bien, merci Claude pour ta Merci participation. beaucoup à vous. Puis, Oui, merci Guy, merci Marc. À bientôt, Claude. À la Prenez semaine bien soin prochaine. de vous, hein. À très bientôt, à la semaine À bientôt. prochaine. Voilà. Merci, bye. Au revoir. Au Au revoir. revoir.